Alexandre Langlois, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, et toujours un plaisir d'être là, et merci à toi pour ton accueil. Eh bien, merci à toi d'être avec nous pour pouvoir parler de tout ce qui se passe en ce moment. On le rappelle quand même un petit peu, Alexandre Langlois, policier depuis 2007, depuis 2008 dans les renseignements territoriaux, aussi membre du syndicat Vigie Police, qui t'a permis aussi à un moment donné de dénoncer toutes les dérives du gouvernement. On a une phrase qui sort beaucoup sur les réseaux sociaux et par les citoyens. Aujourd'hui, Alexandre Langlois, quelqu'un de très droit, qui a toujours gardé les pieds sur terre et qui a dénoncé les choses jusqu'au bout. Et ça plaît beaucoup et à beaucoup de monde, parce que c'est vrai que c'est pas très très commun. Il y a beaucoup de gens qui se taisent malheureusement, et les gens qui parlent, et on va pouvoir expliquer ce soir ce qui est en train de se passer. Beaucoup d'attaques, des attaques d'État. Alors aujourd'hui, on va parler de toi, Alexandre, puisque tu es candidat citoyen à l'élection présidentielle pour l'année prochaine. On ne va pas rentrer dans le vif du programme ce soir parce qu'on a une grande émission qu'on fera au mois de juillet ensemble, où tu pourras exprimer aux citoyens vraiment ton programme, ce que tu veux mettre en place, comment tu veux y accéder. On essaiera de rentrer d'ailleurs du public pendant cette émission, pour qu'ils puissent te poser des questions, pour qu'il y ait vraiment un échange avec les citoyens, parce que je sais que tu aimes beaucoup être à la proximité de tout le monde et d'avoir ce contact humain, et tu veux vraiment garder cette relation humaine et d'être au contact des citoyens. Donc on rentrera là-dedans. Aujourd'hui, ce soir, il y a quelque chose qui se passe maintenant depuis des semaines. Tu as décidé de les dire, même si on va rentrer un petit peu quand même dans ta vie privée, dans ta vie personnelle, et c'est pas forcément évident non plus. Mais moi, je pense que c'est très bien de parler, de dire vraiment ce qui se passe pour toi. On pourra aussi amener certains sujets, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dénoncent, que ce soit des pompiers, des infirmières et ce qui s'ensuit, et qui en arrivent à plus pouvoir parler, puisqu'ils ont une pression quotidienne. Aujourd'hui, dans un pays dit des libertés, des droits et d'expression, on n'a pas vraiment l'impression que ça se passe comme ça. Comment tu te sens aujourd'hui moralement? Voilà. Et c'est une question qui revient beaucoup sur les réseaux. Est-ce que ça va? Est-ce que, malgré toutes les attaques qu'on va pouvoir énoncer derrière, qui sont assez compliquées, est-ce que tu gardes le cap? Est-ce que tu es toujours aussi motivé sur les choses? Comment que ça se passe pour toi, Alexandre? Je suis toujours aussi motivé, le moral va bien. Le moral va bien parce que c'est une aventure collective, donc du coup, il y a tous les messages de soutien, les aides comme d'habitude, enfin, les gens qui sont... il y a un engouement. Se dire, c'est pareil, c'est de se dire, bon, on n'est pas des gens complètement lunaires, on était une petite équipe, on a essayé de lancer des choses, ça a l'air de prendre, donc c'est une bonne nouvelle, et qu'il y aura des alternatives crédibles à tout ce que les sondages veulent nous vendre. Donc de dire que aujourd'hui les gens vont voter par rejet pour ceux qui vont voter, et ben du coup le premier parti de France reste l'abstention, et ceux qui ne vont plus voter, bah du coup c'est parce qu'il n'y a plus d'espérance, et les gens sinon ceux qui vont voter ils votent contre plutôt que pour quelque chose. Essayer de se redonner cet espoir pour qu'on construise quelque chose pour et avec quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on a monté le projet et que on a avancé, c'est de se dire c'est beau les paroles, après il faut des actes. Exactement. Des actes, parce que les paroles des campagnes présidentielles, il y en a beaucoup qui font des promesses. Et comme disait Pasquale, n'engage que ceux qui les écoutent. Donc en fait, là, on est dans des pièces de théâtre, des vendeurs de dentifrice. Et moi, j'ai toujours été en cohérence avec mes actes. J'ai toujours assumé de dire ce que je faisais et que j'allais le faire. Et après, ça plaît pas, mais au moins, j'ai toujours assumé ce que j'avais à dire et à faire. Tout à fait. Avant de rentrer dans les attaques d'État, il y a beaucoup de questions quand même qui se posent sur les réseaux sociaux et dans la tête des citoyens, en fait, et c'est tout à fait normal. Récupération politique ou pas? Aujourd'hui, si tu as des besoins ou ce qui s'ensuit, est-ce que tu serais prêt à t'allier avec des politiques actuelles, ces politiques un petit peu décriées aujourd'hui des citoyens, puisque comme tu l'expliquais, beaucoup de citoyens ne font plus confiance à la politique actuelle et à tous les politiques actuelles. Récupération ou pas? Non, pas de récupération. Si des politiques qui sont encore sincères, qui étaient dans l'ancien système, veulent se joindre au mouvement et venir, pas de problème. Par contre, aller rejoindre d'autres personnes, c'est hors de question. C'était un peu la même démarche qu'il y avait au niveau du syndicat. On aurait pu se mettre dans un gros syndicat en disant tiens, on va se pantoufler, on va faire les trucs. C'était pas l'objectif. On avait choisi de faire le choix d'être dans un petit syndicat combatif et de se dire nous, on aura nos convictions, on va aller jusqu'au front et on va aller jusqu'au bout. C'est de faire passer des valeurs, faire passer des convictions. Si on fait comme avant de la politique politicienne, je te donne ça, tu me donnes ci, et puis on fait ça, je veux dire, on est à zéro, quoi. Et la seule bonne nouvelle du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est que tous les opportunistes, il les a attirés.
Donc du coup, on a déjà fait le tri de cela. Et puis après, il y a peut-être encore des personnes sincères. C'est-à-dire que quand on veut construire un monde avec tous les Français, il faut accepter tout le monde. Par contre, il faut que ce monde soit juste et que ceux qui sont en responsabilité et qui font des erreurs, ils assument leurs actes. C'est la seule chose à dire. Donc non, il n'y aura pas de récupération. C'est soit il y a réellement un engouement citoyen, on avance, on y va et on y va tous ensemble, soit on va nulle part. Super, je pense que ça pourra rassurer certaines personnes parce que malheureusement, il y a toujours des choses qui peuvent se dire. Au moins, les choses sont claires et sont posées. Juste par rapport, pour finir, sur l'entourage politique et comment on arrive à faire de la politique aujourd'hui, tout le monde a bien conscience que aujourd'hui, tous les partis politiques arrivent à avoir de la visibilité grâce aux médias et aussi grâce à l'argent. C'est deux combats compliqués. Je sais que tu fais tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre la parole et avoir la parole sur des plateaux. Et tu n'attends que ça, de pouvoir t'exprimer d'ailleurs sur des plateaux à juste titre que les autres, avec le même temps de parole, car malheureusement, c'est pas trop ce qui se passe aujourd'hui en politique. Et ça fait aussi partie de ton combat, que tout le monde puisse avoir l'égalité des choses pour pouvoir s'exprimer à travers le parcours politique. Et puis au niveau des financements, on en parlera en fin de live pour expliquer un petit peu comment toi tu vois les choses aujourd'hui, comment ça pourrait se passer. Il y a une grande question qui se pose. Alexandre Langlois, est-il encore fonctionnaire de police ou pas ? Alors du coup, c'est un sketch. Oui, je suis encore fonctionnaire de police, malgré moi. Malgré moi, parce que tout le monde le sait, j'ai demandé une rupture conventionnelle parce que je n'étais plus en accord par rapport aux ordres que je recevais. Finalement, cette rupture conventionnelle a permis de déboucher sur un autre projet politique parce que du coup, au bout d'un moment, si on veut changer les choses et que c'était pas possible de l'intérieur, c'est pas possible en manifestant dans la rue. Donc, il faut relancer le débat à un autre niveau. Donc, du coup, reprendre les commandes de ce pays qu'on envoie au crash depuis 40 ans. Après, donc sur le côté, est-ce que je suis encore policier ? Oui. Mais alors, je raconte le sketch depuis le début parce que je veux dire, c'est ce que j'ai vécu moi à titre personnel. Mais malheureusement, c'est symptomatique de ce que vivent de nombreux fonctionnaires en France. Une bureaucratie complètement ubuesque, kafkaïenne, qui crée des situations compliquées alors que la situation est très simple. Donc du coup, rupture conventionnelle. Gérald Darmanin dit plutôt que donner la rupture conventionnelle, conseil de discipline, dans l'espoir de me révoquer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a pondu une circulaire pour dire qu'un fonctionnaire n'avait pas le droit de demander une rupture conventionnelle pour éviter une sanction. Mais par contre, à contrario, il n'avait pas prévu que pour éviter de donner une rupture conventionnelle, il allait envoyer les gens en discipline. C'est ce qu'il a fait. Conseil de discipline, un moment assez beau, parce qu'il y a eu des soutiens de plein de gens qui sont venus sur les réseaux sociaux, des partages, etc. Donc ça a eu un poids et faut toujours le dire, parce que la visibilité met aussi la pression. La deuxième chose, c'est que dans le conseil de discipline, tous les syndicats, et pourtant on s'est pris la tête, et on le verra encore dans ce live avec certains très gravement, ils ont voté pour on vote pas. Parce que là, on attaque la liberté d'expression. Et ça, c'était un combat qui dit, même si on n'est pas d'accord sur plein de choses, ça nous dépasse. Après, des gens qui m'ont assisté au conseil de discipline qui étaient de toute tendance. Quelqu'un qui était syndicat de l'AFPIP, Gérard Miller et par exemple David Dufresne, plus mon avocat. Et tous ces gens-là étaient venus en disant vous nous verrez jamais autour d'une même table, habituellement. Mais là, c'est pareil, on vient défendre un lanceur d'alerte et on vient défendre quelque chose qui nous dépasse tous, qui nous unit, et c'est la liberté d'expression. Donc du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que ça a donné de l'espoir pour la suite et de ce qu'on veut faire, par exemple, avec le mouvement Refondation 2022, c'est de rassembler les gens sur l'essentiel. C'est-à-dire que les gens sont capables de se rassembler sur des choses qui les transcendent et après de pas être d'accord sur le reste. Mais du coup, là, on peut organiser un débat. Et les gens étaient pas d'accord sur des choses, enfin vraiment des clivages idéologiques pour les gens qui m'assistaient. Mais au final, ils ont su se rassembler pour l'essentiel. Donc c'est possible et de dépasser ces clivages. Résultat des courses, Gérald Darmanin dit du coup c'est pas grave, moi j'ai pas eu ce que je voulais, donc je vais le virer tout seul, je le révoque. C'est ma décision personnelle, il est viré. Très bien, donc 12 mars, décision de me révoquer. Révocation, donc du coup, moi j'envoie de tribunal en référé. Une fois de plus, grâce à l'aide de tout le monde, j'ai pu vivre pendant ces mois-ci, parce que du coup, si j'avais, une fois de plus, c'est la solidarité qui a permis que je tienne. Et c'est aussi pour ça que ça permet de tenir les combats, c'est de se dire, on n'est pas tout seul. Parce que si j'ai pu continuer de parler, j'ai pu continuer de faire des choses, c'est qu'il y avait cette solidarité. Et tout seul, j'aurais jamais été capable de tenir ce qu'on prenait dans les dents. Puis aujourd'hui, si je peux me permettre, le gouvernement, en fait, a très très bien compris que quand on essaye de couper les vivres à un citoyen qui a une famille à nourrir et ce qui s'ensuit, ça pourrait essayer de le décourager et d'arrêter à dénoncer ou à porter des actions après derrière par la suite.
Ça, on est bien d'accord. Et à côté de ça, même de façon générale, et c'est ce qui a fait déclencher le mouvement des Gilets jaunes, et c'est de dire, des fois, même en travaillant, les politiques, on a l'impression qu'ils font exprès qu'on puisse pas remplir le frigo à la fin du mois. Ils font exprès qu'on soit en difficulté financière pour qu'on n'ait pas le temps de penser à la politique, qu'on n'ait pas le temps de penser à changer les choses, parce que du coup, on est déjà en train d'essayer de survivre. Et c'est la même stratégie d'attaquer les gens directement sur leur survie. Et je repense à cette phrase d'Emmanuel Macron, il avait dit ça quand il avait fait sa campagne en 2017, il était encore ministre, un déplacement dans le sud de la France. Il dit « Vous me faites pas peur avec votre t-shirt, vous avez qu'à travailler pour vous acheter un costard ». Mais en fait, la vraie chose qu'il n'a pas compris, c'est que c'était pas du t-shirt qui devait avoir peur. C'est de la personne qui avait faim et qui avait envie de bosser pour manger à la fin du mois. Et lui, il est resté sur les apparences. Et la priorité de la personne qui était en face de lui, c'était pas de se payer un costard, c'était de savoir comment elle allait manger. Donc c'est ce décalage et ce mépris qui était insupportable et qui n'a pas changé. C'est qu'on essaie de faire des combats à côté pour nous distraire, et c'est ce qu'ils ont essayé d'appliquer au sein de la police pour essayer de me briser. Résultat, référé, tribunal administratif de Versailles, qui est chose assez rare, a même fait un communiqué de presse dans la foulée pour dire qu'ils avaient dit Monsieur Darmanin, vous avez fait n'importe quoi. Il y a un petit problème de légalité et de proportion sur ce que vous avez fait. Parce que fonctionnaire qui fait très bien son travail, irréprochable, donc du coup, vous l'avez viré sur votre beau plaisir. Et il était tellement sûr de lui, c'est important, que sur une conférence de presse d'un Beauvau de la sécurité, devant des syndicalistes et des agents de police et de la presse, il a déclaré « Je vire les gens qui ne sont pas dignes de porter l'uniforme comme l'Anglois ». Donc voilà, donc je rappelle tous ceux qui ont pu vivre le mouvement des Gilets jaunes, d'autres manifs avant également, quelles qu'elles soient. Je ne sais pas forcément moi qui l'avais en tête. Tout ce qu'il y a eu avant, voilà. Tout à fait. Donc voilà, donc du coup c'était ça. Et à côté de ça, ce qui s'est posé problème, c'est que certains qui avaient par exemple tenu des propos racistes, qui avaient maltraité des gens au dépôt de Paris, c'était rigolo, c'était 3 jours à mon conseil de discipline. Eux, c'était 3 jours de mise à pied. Voilà. Ceux qu'on pu tirer sur des gens, là, il n'y avait même pas de mise à pied. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, on est sur une échelle un petit peu particulière. Un petit peu comme l'échelle de sanctions où quand Emmanuel Macron s'est fait gifler. Donc, les sanctions étaient très lourdes. Ça, pourquoi pas. Et rapide. Et rapide et très lourde. Donc, c'est le problème de la justice à 2 vitesses. Mais pourquoi pas si on atteint le chef d'État. Par contre, on aimerait bien tous avoir la même célérité dans la justice. On aimerait bien des sanctions proportionnelles. C'est quand la femme, parce qu'en fait, il avait fait quelque temps avant une vidéo sur les femmes battues, etc. On aimerait bien qu'elles soient protégées de la même façon, avec autant de rapidité. Et en fait, que les faibles, de façon générale, soient protégés. Voilà, les gens qui sont faibles dans le sens parce qu'ils sont en détresse, parce qu'il y a des gens qui abusent de leur force par rapport, tous ces gens qui sont juste mis plus bas que terre. Et aujourd'hui, on a l'État qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Donc, c'est complètement pas le rôle de l'État normalement. Donc à côté de ça, réintégrer dans mes fonctions. Parfait. Donc ça leur prend un petit peu de temps. Et là, on commence le sketch bureaucratique de l'État. Parce qu'en fait, là, on n'a pas atteint le summum. Ils me disent, voilà, tu es au renseignement territorial, mais du coup, on va refuser de t'habiliter confidentiel défense. Et à partir du début de l'année, faut être confidentiel défense pour travailler dans un service de renseignement. Et ils m'ont dit, l'habilitation, c'est celle que tu avais passée en 2019 et on refuse de te la donner. Alors, ce qui s'est passé en 2019, donc il y a 2 ans avant quand même, à ce moment-là, c'était pas obligatoire de l'avoir, c'est qu'il m'avait tendu un petit piège, en fait. Il m'avait fait passer ça pour prendre des informations sur le syndicat Vigie. Donc, en fait, ils ont vidé mon téléphone syndical et je leur ai fait un petit piège et je leur ai dit, écoutez, comme vous avez détourné la procédure, donc c'est la DGSI qui faisait les enquêtes, du coup, moi, je veux plus passer l'habilitation. Je refuse de la passer. Et donc là, en 2021, 2 ans après, ils me disent, je leur explique, comment vous pouvez me refuser quelque chose que moi-même, j'ai refusé de passer. Tout à fait. Et alors, maintenant que c'est obligatoire, moi, je demande à la repasser. Ils m'ont dit, non, ça va pas être possible. Bon, très bien. Je leur rappelle quand même que j'ai demandé une rupture conventionnelle à tout hasard. Hein, voilà, avec quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en fait, grâce au procès, j'ai découvert que j'avais un avis très favorable de ma hiérarchie pour cette rupture conventionnelle tamponnée, que je ne savais pas. Et après, quand l'administration garde le silence pendant 2 mois, c'est considéré comme positif et acté. C'est que c'est acceptation de l'administration. Et là, c'est l'arroseur arrosé, parce que c'est même Gérald Darmanin, ministre de l'Action publique à l'époque, qui avait répondu à une question d'un sénateur. Il avait répondu « Oui, je vous confirme que le silence gardé par l'administration au bout de 2 mois vaut acceptation ». Donc du coup, c'est le même maintenant qui est ministre de l'Intérieur, donc qui a donné les règles. Donc du coup, pas possible de rester. Donc je leur dis, ils me disent, on va vous mettre à gérer les congés de vos collègues sur le commissariat à côté. Je leur dis, pourquoi pas, mais j'ai un arrêté renseignement, donc vous pouvez pas me déplacer comme vous voulez. Il me fait, ah oui, c'est vrai.
Donc du coup, ils me font faites 3 choix. Donnez-nous 3 choix et on va essayer de trouver un poste. Je dis moi je veux bien, donc je vous rappelle la rupture conventionnelle. Donc je fais 3 choix. Premier choix, je leur ai demandé un truc qui pouvait vraiment m'intéresser, c'était négociateur au RAID. Voilà, pas ceux qui font les interventions, mais ceux qui négocient et qui sont en fait qui auraient été une suite de ce que je pouvais faire dans le renseignement. Après, je leur ai demandé un poste dans 2 ambassades très prisées par les fonctionnaires de police, soit Moscou, soit Washington. Et en dernier lieu, je leur ai demandé la protection rapprochée d'Emmanuel Macron, président de la République. Et je leur ai dit que ce service-là, des services de protection des personnels, il n'y a que celui-là qui m'intéresse. Ça n'aura peut-être pas plu, ça. Ils m'ont dit très poliment, on va regarder et on va vous donner une réponse. Et je leur ai dit très modestement, je leur ai dit en plus, c'est pour montrer qu'en fait l'État, et c'est là où c'est catastrophique, c'est parce que si on veut demain avoir des citoyens responsables, il faut que l'État soit responsable. Il faut qu'il montre l'exemple. Et donc, du coup, il y avait un syndicaliste de la CFDT Police qui avait rendu de grands services aux divers gouvernements successifs jusqu'à l'année dernière. Et lui, il avait eu sa mutation où il voulait. C'est-à-dire qu'il avait choisi Tahiti. Donc voilà. Il a choisi le renseignement. Et il a pris le poste devant 30 collègues plus méritants. Et devant la presse, il a dit, oui, en fait, j'ai aucune compétence pour ce poste. Très intéressant, ça, quand même, sur les postes. Voilà. Mais après, le plus intéressant, c'est que moi, pour ma mutation dans l'intérêt du service, c'est une mutation en article 25, mais voilà, mais dans l'intérêt du service, il y avait sa femme. Ils ont fait muter au même motif, en utilisant le même article de loi. Donc, sa femme, qui était sous le coup d'une enquête IGPN, parce qu'elle avait été déplacée de service 3 fois d'affilée pour insuffisance professionnelle et management délétère. Et résultat des courses, ils ont dit, on va la muter à Tahiti avec son mari. On va faire une sanction. L'article va être utilisé, mais elle va être mutée dans 3 mois pour qu'elle arrive en même temps que son mari, parce que quand même, il faudrait pas qu'elle parte trop tôt. Et troisièmement, comme il n'y a pas de poste d'ouvert par rapport à ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire malheureusement insuffisance professionnelle, ils l'ont nommée adjointe à l'adjoint du chef d'état-major. Donc un poste qui n'existe pas. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça coûte quand même plusieurs milliers d'euros à la France, parce que les officiers de police, parce qu'elle était officier, dans les territoires d'outre-mer, ont des suppléments de salaire pour compenser l'éloignement par rapport à la métropole. Donc, je leur ai dit, moi, je suis vachement raisonnable, je vous demande des choses, je veux dire légales, des postes qui exigent, je vous demande pas de création de poste, je demande à détruire personne, et même vous pouvez me créer un poste au plus en surplus, la plupart des services de police étant en sous-effectif. Réponse au bout de quelques mois, ils me disent, non, en fait, ils ont pas, il y a besoin d'habilitation, puis les services ont dit que c'était pas possible. Je dis, du coup, c'est dommage. Moi, je suis volontaire pour passer les habilitations, les amis. Il n'y a pas de problème. Faites-moi les habilitations. Je vous rappelle à tout hasard que j'ai demandé une rupture conventionnelle. Je vous le rappelle, qu'elle est acceptée, il faut juste qu'on la signe. Donc, c'est peut-être pas la peine qu'on perde tous du temps, parce que tout ça, ça consomme du temps fonctionnaire. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de s'amuser à gérer un dossier de façon kafkaïenne, ils font pas le reste. Donc, ça aussi, ça a une implication sur le service rendu aux citoyens. C'est ce que je vis dans la police. À l'hôpital, ils vivent la même chose avec des bureaucrates qui gèrent les lits d'hôpitaux, qui gèrent les choses de façon pour que ce soit rentable comptablement, et que normalement le but de l'hôpital public, c'est de soigner les gens et pas d'être rentable, et ainsi de suite. On peut décliner dans toutes les branches de la fonction publique. Donc je leur refais 3 choix. Je leur dis écoutez, je vais demander la fanfare de la musique nationale, la police nationale. Alors je joue de la flûte traversière, donc j'aurais marqué flûte traversière, flûte à bec et joueur de pipeau. Voilà. Si je mettais que joueur de pipeau. Tu as marqué ça quand même sur les. Ouais, c'est ça. Là, je voulais envoyer en petit document pour que comme ça, ce soit bien acté. Mais voilà, je te l'ai fait passer celui-là. Et donc, si jamais je veux le diffuser ou le mettre en lien à la suite, il n'y a pas de souci. Et après, Stéphane qui est derrière en technique, il va essayer de nous l'afficher. Parce que c'est intéressant quand même. Il y a beaucoup de gens qui pourraient dire oh non, mais là il en raconte un peu trop. Je pense que ça serait intéressant qu'on puisse le diffuser. N'hésite pas à continuer d'avancer et dis qu'il l'aura. Ouais, et du coup, deuxième choix, musique de la préfecture de police, pareil pour les mêmes choses. Voilà ce que je m'étais dit, si je mettais que pipeau, sachant que je peux jouer du pipeau techniquement vu que je sais jouer de la flûte traversière. Donc c'est pas un mensonge en plus, c'est une possibilité. Mais je trouvais ça marrant comme terme. Et en dernier, j'avais demandé de travailler au cabinet du directeur de la police nationale. Donc là, j'ai pas eu de réponse. Et avec la deuxième chose qui arrive, c'est que du coup, je suis pas payé depuis le 12 mars, donc par l'administration, de façon parfaitement illégale. Les premiers mois, j'ai pu tenir, et fin avril, quand je les ai vus, ils m'ont dit rassurez-vous, l'administration met du temps à se retourner. Donc au mois d'avril, on va pas vous payer, mais vous aurez le rattrapage au mois de mai. Je fais pourquoi pas, je sais que l'administration est pas bien organisée. Dans le privé, n'importe quel employeur fait ça, il se fait détruire, mais l'administration a tous les droits. Résultat des courses, fin mai, toujours pas payé.
Du coup, là, ça commence à me poser des problèmes et je leur dis, écoutez, moi, si vous me payez plus, on échangeait par mail, mais il va falloir m'envoyer des courriers parce que moi, si demain ma connexion Internet est bloquée parce que j'ai des factures à payer, si mon téléphone, voilà. Et du coup, je comprends très bien les gens qui peuvent avoir des difficultés à la fin du mois à pas se concentrer sur la politique ou les choses pour changer le pays. Mais du coup, je le vis. Voilà. C'est-à-dire que pour le coup, je le vis en ce moment. C'est pareil, pour pas que ce soit du chiquet, je t'ai envoyé les lettres de la banque, je t'ai envoyé les trucs. Toi, tu le vois pas à l'écran, hein, mais Stéphane est en train de diffuser. D'ailleurs, on rentre, je suis désolé, un petit peu dans ta vie. Non, mais voilà, mais c'est qu'après, c'est vraiment tes comptes bancaires actuellement, avec tous les refus de prélèvement, tous les rejets et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, du coup, après, voilà, c'est juste que là où l'État est prêt à aller, et c'est dire que après, il y a le côté où c'est là où il faut qu'on change les choses. Il y a le côté solidarité, c'est bien. Mais demain, ça arrive à plein de gens, en fait, de se dire, on n'arrive pas à boucler la fin du mois, on demande à la famille de nous aider. C'est pas forcément parce que l'État est en train de nous pourrir la vie. Donc ça arrive à plein de fonctionnaires ou de lanceurs d'alerte. Ça arrive également à des gens qui ont des sociétés privées, des entrepreneurs, ceux qui travaillent pour l'État, qui est capable de leur dire, on vous payera dans 6 mois, 1 an. Mais par contre, qui envoient les taxes tout de suite et qui fait, en fait, du fait de défaut de paiement de l'État ou de la collectivité locale, ils vont devoir mettre peut-être la clé sous la porte ou payer des agios bancaires parce que l'État, lui, vient se servir tout de suite. Donc, c'est ce côté complètement irréaliste et que tout le monde peut subir ce truc kafkaïen de l'État qui met les gens dans des situations insupportables par sa faute. Mais par contre, lui, il détruit les gens au fur et à mesure en disant, moi, je viens chercher mon argent, je viens chercher ma TVA, je viens chercher mes impôts et ce que je donne d'une main, je reprends de l'autre et des fois, je reprends d'abord avant de vous le donner. Donc, en fait, c'est insupportable. On ne peut pas avoir un État qui fonctionne de cette façon-là. L'État doit aider les gens et pas les mettre en difficulté. Il y a moins de choses. D'ailleurs, juste une petite aparté là-dessus, hein, on a des pompiers qui ont dénoncé, des infirmières qui ont dénoncé, plusieurs corps de métier qui ont été impactés aussi par ces attaques financières en fait, du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire taire quelqu'un, on le tue financièrement. On commence par là, en tout cas. C'est la première démarche qu'on essaye de faire. Stéphane est en train d'afficher un document et j'ai beaucoup de questions, c'est pour ça que j'ai réagi là-dessus. Après, je te laisserai continuer là-dessus, Alexandre. Il va remettre le document d'ailleurs, Stéphane, où on voit une sanction, on voit des CJ où tu es condamné à payer 8 000 €. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors ça, c'est qu'en fait, le gouvernement agit de façon très stratégique. Donc, du coup, il a fait ses attaques de façon contre moi au niveau administratif, les sanctions. Et en parallèle, il a saisi le syndicat ou le secrétaire général du syndicat, donc Yves Lefebvre, donc unité SGP, pour que se remémorer tout le monde, c'est celui qui avait dit une main arrachée, c'est bien fait pour sa gueule. Un autre de leurs délégués avait dit Bamboula, c'est convenable. Enfin, des gens très fréquentables. Et qui ont encore dit récemment, je sais plus ce qu'ils ont dit, ils ont encore dit une énormité il y a pas longtemps à la manif police, mais qui a rassemblé pas tous les policiers au final. Du coup, ils nous ont attaqué, le syndicat Vigie, mais en tant que directeur de la publication, c'est moi qui ai été attaqué personnellement au pénal, et j'ai été relaxé. Il n'y avait pas de diffamation. Voilà, parce que c'était pour les élections professionnelles, on avait demandé des témoignages comme quoi ils avaient triché. On a eu des témoignages, on a eu des choses, donc voilà. Du coup, il n'y avait pas de diffamation. Résultat des courses, ils ont fait appel. En disant quand même c'est pas normal. Donc au pénal, je suis innocent au pénal, hein, mais de façon civile, ils ont dit non, on va le condamner à faire 8 000 € de dommages et intérêts parce que ça a quand même s'il est innocent, ça a eu un impact sur l'image du syndicat Unité SGP. Et en fait, je te l'ai envoyé parce qu'il y a une chose qui a changé entre les deux jugements, c'est que Yves Lefebvre a dit je suis adhérent à La République en marche. J'ai le numéro de téléphone personnel d'Emmanuel Macron. Donc ça, il l'a dit sur France Info, on peut le retrouver. Il n'y a pas de... Si on tape Yves Lefebvre, unité SGP, Macron, ça sort sur Internet. Et c'est pour montrer la proximité. Il a dit, Emmanuel Macron m'a appelé pour me dire ce que je pensais d'un Beauvau de la sécurité. Je lui ai dit ce que je pensais, je lui ai parlé cash et je lui ai dit les choses. À tel point que j'aime pas Gérald Darmanin. Hein. Donc ça, voilà. Mais j'aime bien qu'on respecte un petit peu les choses de façon juste. Et pour le coup, quand on annonce un projet, par exemple, comme un Beauvau de la sécurité, normalement, ça doit passer par le ministre. De façon institutionnelle, quel qu'il soit. Et là, pour le coup, même le ministre l'a pris dans la presse. Parce qu'Emmanuel Macron a envoyé un courrier à son adhérent préféré de la police en direct. Et du coup, le jugement par la suite, là, ils ont dit non, là, c'est 8 000 €, il est peut-être innocent en pénal, mais ce sera du civil. Et qui arrive en même temps que le conseil de discipline, qui arrive en même temps que, voilà. Ça s'appelle du matraquage quand même. Hein. C'est ça. Après, la chose, c'est que du coup, à cause de leur bêtise, je suis insolvable. Bon, ceci dit, 8 000 €, moi, ça me fait que 4 mois de salaire, donc je veux dire, je sais pas comment je les paye non plus, mais techniquement, là même, voilà, quand ils ont voulu saisir mes comptes, mais il n'y avait pas de sous. De la faute de l'État aussi. En sachant, rappelons bien, hein, pour bien insister quand même sur les choses, tu n'es plus rémunéré depuis le 12 mars, on est bien d'accord. C'est ça, ouais.
Depuis le 12 mars, il n'y a plus de rémunération en fait de tes fonctions, que tu as voulu démissionner, mais on t'empêche de démissionner. Tu demandes des reclassements, on ne veut pas te reclasser. En fait, on essaye tout simplement de te tuer fiscalement. C'est ça, et avec un petit bonus en plus que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et là c'est encore un autre dysfonctionnement de l'État de façon générale, c'est que tous les fonctionnaires peuvent regarder leur dossier individuel dans les procédures comme ça quand ils veulent nous reclasser. Et du coup, moi j'ai dit, je veux consulter mon dossier, il n'y a pas de cadeau, je ne vais pas vous en faire cadeau. Ils m'ont dit, il faut que vous ayez votre carte professionnelle pour aller le consulter. J'ai dit, ma carte professionnelle, vous l'avez détruite, donc du coup il m'en faut une nouvelle. Et résultat des courses, j'ai pas de nouvelle carte parce que le logiciel national a planté, ils m'ont dit, pas avant plusieurs mois. Donc c'est le logiciel qui fait les cartes professionnelles police, mais aussi les cartes professionnelles des agents de sécurité, les cartes professionnelles de diverses professions. Donc là, il y a aussi un problème. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui vont pas pouvoir bosser parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de l'État pour un logiciel. C'est un petit peu ce qu'on a vécu il y a quelques semaines où, à cause d'économiser les coûts sur les standards téléphoniques, les numéros d'urgence étaient tous en croix. Et ils ont tous paniqué, mais parce qu'ils ont dit, ouais, on a fait des économies, sauf que ça a coûté des vies, quoi, les économies à la con. Exactement. Donc je sais pas à quel point, moi je sais à quel point une vie n'a pas de prix, pour eux à quel point ils estiment une vie. A priori, pas grand-chose. Donc c'est ça qui est assez dramatique. Donc là on est dans le sketch, je peux pas consulter mon dossier individuel, donc la procédure est bloquée. Je le rappelle régulièrement également que j'ai toujours demandé une rupture conventionnelle, mais a priori ça les intéresse pas. Et en plus, chose amusante, je leur ai envoyé dans le dernier mail, c'est que je leur ai dit, voilà, en plus quand on demande une rupture conventionnelle, si on a un projet, faut être bien noté, donc je suis bien noté. Si c'est pas pour éviter une sanction, non, c'est le ministre qui a voulu mettre une sanction pour éviter la rupture conventionnelle. Et le dernier point, c'est qu'il faut avoir éventuellement un projet d'utilité publique et pour la démocratie. J'ai dit, c'est bien, je leur ai envoyé, je me présente au présidentiel. Et je leur ai envoyé la présentation du programme. Je leur ai dit, donc à moins que la diversité démocratique vous fasse peur pour les élections, moi je pense que ça participe à l'intérêt général du pays de proposer un choix et de la diversité dans le débat. Et là, j'ai pas eu de réponse non plus. Donc du coup, on en est là. Là, ils ont tout coupé. Mais le message que je voulais vraiment faire passer, c'était de se dire, c'est que maintenant, il faut qu'on change les règles du système pour que ce soit juste. Qu'il n'y ait plus personne qui galère à boucler la fin du mois. Qu'il n'y ait plus personne qui soit face à un État délinquant, c'est-à-dire qui ne paye pas ses factures, qui est capable d'aller donner des règles aux autres, mais pas de se les appliquer à lui-même. Et pour ça, du coup, ça c'est le jeu politique. Donc, tout à fait. Alors, juste avant de rentrer dans le jeu politique, parce que comme par hasard, quand on fait des lives qui sont super intéressants comme ça, on a beaucoup de problèmes avec les réseaux sociaux. On vient de perdre 800 personnes comme ça, d'un coup de baguette magique, on ne sait pas trop comment. Alors, je vais demander à toutes les personnes qui sont déjà présentes sur le live, même s'ils l'ont déjà fait, n'hésitez pas à repartager le live, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est la loi des réseaux sociaux. C'est un petit peu comme ça, il faut savoir l'accepter aujourd'hui. Partagez-le, envoyez-le dans des groupes, mettez-le dans vos stories, faites-leur voir qu'on est présent et qu'il y a encore des personnes qui dénoncent et qu'on essaye d'avancer ensemble pour les citoyens et vraiment pour tout le monde. Voilà, je voulais faire cette petite aparté parce que j'en ai ras-le-bol en fait. À chaque fois qu'on essaye de faire des choses constructives, aujourd'hui on a un policier qui est candidat au présidentiel de l'année prochaine, qui dénonce à vive voix avec des documents, avec des preuves et tout ce qui va avec. Comme par hasard, d'un coup de baguette magique, il y a des choses qui s'envolent. Donc je demanderai vraiment à la solidarité de chacun, puisqu'aujourd'hui je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à faire avancer les choses, de repartager en masse et leur faire voir qu'on est plus fort qu'eux. Je te laisse continuer, Alexandre. Non, mais c'était ça. Du coup, là, moi, ma situation, j'ai collé. Donc là, ça va se terminer au tribunal, donc ça va se régulariser. Donc là, vraiment, c'était plus un appel pour dire comment on change le système pour qu'on soit plus tous en galère individuellement. Parce qu'aujourd'hui, le système, en fait, nous a tellement viciés, il tombe tellement sur notre bonne volonté et notre solidarité entre nous, et il se dit, on s'arrange entre nous pour pallier aux carences du système. Tout à fait. Et en fait, au final, on n'a rien changé. En fait, on galère toujours autant. Et de se dire, maintenant, comment on change les choses ? Comment on fait pour que on n'ait plus à galérer ? Comment on fait qu'on nous a détournés de notre rôle de citoyen ? Parce que pour qu'une démocratie vive, je le rappelle régulièrement, mais il faut s'engager. Et effectivement, ça peut être facile pour tous les gens qui s'engagent, qui vont se présenter aux élections présidentielles, enfin tous les gens classiques du système obsolète et des anciens partis. Ils sont tous soit avec des postes d'élus, donc c'est avec notre argent public qu'ils vont faire leur campagne, soit la dernière fois Emmanuel Macron, donc là il va le faire avec de l'argent public, mais par exemple il vient de la banque Rothschild, donc on n'a pas les mêmes problématiques. On n'a pas la même chose à voir. Et du coup, c'est ce que je voulais partager, c'est que si on est capable de porter un projet que, même moi je le vis, c'est-à-dire que les galères, de se dire, voilà, mes comptes sont bloqués, j'ai l'huissier qui débarque, j'ai des choses comme ça,
faut pas qu'on se détourne. C'est-à-dire qu'on a tous un rôle à jouer, on a tous des choses à faire, et là, pour le coup, c'est la sincérité qui parle, quoi. C'est que ce que tout le monde vit, je le vis. Et ce que je voudrais qu'on vive plus tous, parce qu'au début, je l'avais même pas pensé, tu vois. Je m'étais dit, c'est bien, je peux continuer à porter la parole parce qu'il y a de la solidarité. Bien sûr. Mais ça devrait pas se passer comme ça. Ça, c'est bien pour que ça commence, mais en fait, ça devrait pas. On ne devrait pas avoir besoin. On devrait pouvoir parler librement, on devrait pouvoir exposer les choses. On ne devrait pas avoir toute cette répression. Les gens devraient pouvoir vivre de leur travail. Et du coup, faut qu'on prenne les clés du système. Tout à fait. Alors, j'ai encore 2-3 questions avant de finir son live. On va faire en sorte qu'il ne soit pas trop long pour que les gens puissent le voir en replay et ça sera super intéressant. De toute façon, on va se revoir. Ça laissera le temps aussi à la technique, à Stéphane, de caler la dernière petite vidéo que je lui ai envoyée en lien. On la passera en fin de live. Les gens pourront retrouver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, où est-ce qu'on retrouve cette plateforme du parti politique que tu as monté. Et dedans, il y a des liens de solidarité et ce qui s'ensuit. Ils pourront tout retrouver là-dedans, mais on le diffusera tout à la fin du live. Il y a une question qui revient beaucoup. Si l'État continue de te bloquer comme ça par rapport à cette démission, est-ce que ça peut imputer en fait le parcours que tu es en train de suivre aujourd'hui? Est-ce que ça peut t'empêcher de te présenter aux élections présidentielles? Non, ça n'empêchera pas, parce qu'il y aura deux solutions. Soit il régularise ma situation et il me paye tous les mois. Et là, je leur dirais, voilà, je ferai une partie de policier, mais au bout d'un moment, ça va commencer à être compliqué pour eux parce qu'ils veulent même pas me redonner le travail que je faisais avant. Enfin, ça, voilà. Mais pourquoi pas? C'est une solution. Mais moi, j'aurai un salaire. Soit deuxième chose, ils sont obligés d'accepter la rupture conventionnelle. Le troisième point étant, ils continuent d'agir dans l'illégalité. Mais là, il y a un avocat qui est sur le coup, donc je pense que ça devrait se régler quoi qu'il arrive assez rapidement. Et sachant que sur le 2 poids 2 mesures, c'est que j'avais fait aussi condamner l'État il y a 2 ans maintenant, parce qu'il m'avait placardisé déjà pour les activités que j'avais. Et ils ont toujours pas payé. Donc c'est ça, c'est rigolo. Et par exemple, je repense à ça parce que ça va être l'actualité dans pas longtemps. L'affaire Benalla, je veux dire, où les choses sont assez évidentes, on n'a pas le droit de molester des manifestants en se déguisant en policier. Ça, je veux dire, c'est évident. Il n'y a pas le droit d'utiliser des comptes fictifs. C'est ça qui est rigolo aussi. En créant des comptes fictifs sur Twitter anonymes pour diffuser des vidéos La République en marche qui ont été prises à la préfecture de police. Quand nous on le fait, c'était pas bien. Quand c'est le gouvernement, c'est bien. Je comprends pas non plus. Où est l'exemplarité, où est la responsabilité de l'État? Mais du coup, le procès va arriver enfin. Au bout de 2 ans, non pas 2 ans, au bout de 4 ans, c'était quand, 2017 ou 2018, on a en faire le compte. 2018, ouais. 2018, donc au bout de 3 ans, septembre prochain, on va enfin avoir le procès. Donc c'est bien, mais ça met 3 ans par rapport à tout ce qu'on peut subir, tous divers et variés, avec des procédures immédiates, des brimades quotidiennes. Donc ce qui serait juste, c'est qu'on ait tous le même traitement, quoi. Donc le même traitement, c'est que tout le monde soit, il n'y a pas de petits voleurs ou de petits délinquants ou de grands délinquants, c'est soit tu respectes pas les règles et puis du coup tu passes vite. Et c'était ça qui est insupportable. Le délai moyen en France pour aller devant une juridiction, c'est 1 an. Au Danemark, 19 jours. Et c'est 1 an en moyenne, mais sauf, voilà, pour ceux qui sont contre le gouvernement, ça va plus vite, ce qui permet d'avoir la moyenne de moins d'1 an en moyenne. Et ceux qui sont pro-gouvernement, ça met plus, par contre, ça met là plusieurs années. Donc, c'est ça que la moyenne, en plus, elle s'est tronquée. Donc, c'est ça qui est insupportable. Donc, remettre un ordre juste. Et voilà, l'autorité, c'est par le respect. C'est pas par l'autoritarisme, mais en tapant sur les gens. Non, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, on n'est pas rentré dans le programme politique. Je t'ai fait cette proposition que tu as acceptée, mais pour que tout le monde soit au courant. On se verra début juillet. On va voir un petit peu comment on va caler la date, où tu pourras expliquer vraiment ton programme, parce que les gens ont besoin de savoir le comment, le pourquoi, comment faire, pour qui. Tu pourras vraiment développer tout ça. On est en train de prendre les dispositions nécessaires pour faire cette émission sur notre plateau, qu'on a maintenant aujourd'hui, grâce d'ailleurs à toutes les personnes qui nous regardent. Et je tiens à les saluer, parce que si on arrive à faire toutes ces émissions, c'est grâce à eux aussi. Et on va essayer de faire en sorte de pouvoir rentrer des citoyens sur cette émission qui auront des questions pertinentes à poser et constructives pour l'avancée des choses. Tu nous confirmes que tu acceptes cette émission, Alexandre? Je confirme avec grand plaisir. Et donc déjà, il y a déjà une partie du programme et les grandes lignes qui sont déjà sur le site de Refondation qu'on peut trouver. Il y a déjà les premières grandes lignes et le cadrage. Alors, redonne-nous justement, on va passer nous la vidéo après, mais là tout de suite, tu parlais de Refondation. Il y a Refondation, c'est le parti politique, et c'est pareil, c'est des rencontres en fait. C'était un parti politique qui se disait ils n'avaient pas d'aboutissement. On s'est rencontrés et ils ont dit on va pas mettre la clé sous la porte et on va se lancer dans une aventure qui nous dépasse. Pour moi, c'est que des rencontres et des circonstances qui font que les choses avancent sans qu'on s'y attende.
Donc il y a le parti refondation, il y a déjà des partis la sûreté est un droit fondamental. Dessus. Et après, sans sûreté. Comme c'est l'élection présidentielle, il y a un mouvement parce que ça peut pas être qu'un parti. Et donc là, c'est refondation 2022. Et là, pour le coup, il y a les premières ébauches aussi, les premières vidéos et surtout comment on peut nous aider de façon très concrète, soit en venant nous aider de façon physique, en pouvant donner du temps, en partageant, en s'engageant, soit en pouvant donner un petit peu de sous. Il y aura la vidéo qu'on partagera tout à l'heure. Mais voilà, et ce qui est très important, c'est que à la différence, par exemple, d'un Emmanuel Macron, on cherche pas quelques dizaines de grands donateurs qui vont filer des chèques de banque énormes. On préférerait, s'il y en a qui veulent donner des chèques, tout ça, il n'y a pas de problème, mais on est plus parti sur chaque euro va compter. Et chaque euro, et que ça montrera que les citoyens sont capables de s'unir et qu'il n'y a pas de petits dons. C'est-à-dire que c'est avec les petites gouttes d'eau qu'on fait les grandes rivières, et c'est vraiment important et qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur de son don. Parce que des fois, moi le premier, je me dis, tiens, je ne vais pas donner 1 euro, ça ne sert à rien. Ouais, mais 1 euro fois dizaines de millions ou de milliers de personnes, ça fait quand même. Comment vous convaincre que je ne suis pas un candidat comme qu'on soit capable de s'organiser de ce côté-là pour changer les choses sans pour autant amputer le peu de pouvoir d'achat qui nous reste. Et donc pour ça, il y a un site internet qui s'appelle. Donc il y a Refondation, ça c'est le parti. Et Refondation 2022, c'est le mouvement pour l'élection présidentielle. Et après, la deuxième chose pour revenir sur. Et la deuxième chose. Il y a plein de gens qui cherchaient. Excuse-moi, Alex. Oh, je t'en prie, vas-y, finis. C'est moi qui te coupe la parole. C'est juste que je voulais dire qu'il y a beaucoup de gens qui cherchaient les choses et le site, le nom un petit peu du parti, parce qu'il y a plein de gens qu'on est en train de toucher au moment où on se parle qui ne connaissaient pas, qui pourront aller voir un petit peu ce qui se passe là-dessus et comment ça fonctionne. Je te laisse continuer, excuse-moi. Non, c'était par rapport à l'invitation, donc avec grand plaisir pour eux là. Et effectivement, moi je me sens pas à l'aise à faire des grands meetings avec c'est parce que c'est notre projet, et en n'ayant plus de voix, mais plutôt avec des trucs sympas, on discute entre nous et qu'il y a un échange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté professoral, c'est qu'on est tous citoyens, on prend des bonnes idées. Pour qu'on ait des citoyens. On a eu des citoyens au cours de cette émission. Je voudrais vraiment qu'il y ait des gens qui puissent y participer. En plus, ça peut relever des questions qu'on ne va pas penser nous, mais que ces citoyens ont des interrogations. Et ça pourra répondre à des centaines ou des milliers de personnes après, derrière par rapport à leurs questions. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui est important. Il y a un problème de dialogue aujourd'hui. On voit dans la politique qui existe aujourd'hui, qui est d'ailleurs détestée par beaucoup de Français, il faut savoir le dire. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus voter parce qu'ils ne croient plus à la politique actuelle. Et on est beaucoup, je crois, à ne plus croire à la politique actuelle, avec, comme tu le disais, des énormes meetings où on donne des drapeaux à l'entrée pour que tout le monde secoue ces jolis drapeaux. On lance des belles phrases avec des millions et des millions d'euros. À savoir quand même, il faut quand même le rappeler, ces meetings sont quand même payés par les Français, puisque au-dessus de 5%, il me semble, sur les présidentielles, tout ça est remboursé. Il rembourse à hauteur de... C'est quoi. J'ai l'impression que Stéphane a mis un oiseau dans l'ordinateur. Non, je sais pas d'où ça vient. Bon, alors j'ai un oiseau sur mon balcon, désolé. Enfin voilà, je pense que c'est vachement important parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut voir à la télé, ce qu'on peut voir des meetings, ce qu'on peut voir des élections, des présidents, des candidats, et comme tu le disais tout à l'heure, il faut quand même le rappeler, beaucoup de promesses, mais pas beaucoup tenues. J'ai juste... on ne va pas rentrer dans le programme politique parce qu'on va réserver tout ça à cette grande émission. J'ai juste une question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que tu as déjà pensé et réfléchi, et est-ce que, si tu n'y as pas pensé, est-ce que tu es prêt à réfléchir autour de ça, ou alors tu y as déjà travaillé? Beaucoup de personnes seraient quand même rassurées si aujourd'hui on avait un candidat qui s'octroierait un mandat révocatoire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'ai pas réfléchi, parce que l'idée que c'est qu'il y a les élections pour voter. Il y a ça. Après, le révocatoire peut être réfléchi pour les gens qui sont nommés, où les citoyens n'ont pas de pouvoir. Je prends par exemple un préfet de police qui est nommé, par exemple, voilà, où les citoyens sont pas très contents du service rendu par rapport à ce qu'il fait. Là, du coup, comme c'est de la nomination et que les citoyens n'avaient pas le pouvoir de dire, ils disent non, vous nous le changez, on en veut un autre. De ce côté-là. Après, il y avait le côté de limitation des bêtises. Par exemple, il y a une chose qu'on a déjà actée dans le programme et qui sera sûre, c'est que les règles du jeu peuvent pas être faites par ceux qui jouent avec. C'est-à-dire que je dis ça, c'est pour remontrer l'exemple, c'est qu'il y a un article dans la Constitution, c'est le 89.3, qui fait que les députés et les sénateurs peuvent changer la Constitution en Congrès, sans l'avis du peuple. Et ça arrive, traité européen, les Français votent non par référendum, et puis derrière, le Congrès se réunit, puis c'est quand même émoui.
Ben on dit non, maintenant si on veut changer les constitutions, donc les règles du jeu du pays, on dit ben voilà, c'est que par référendum. Ce qui veut dire déjà que ça met une borne à la limite de la bêtise. C'est-à-dire que voilà, c'est que ça devient un peu plus circulaire et pas pyramidal. Et après, on commence à dire que demain, ça ne sera plus le Parlement, mais ça sera les citoyens. Si on veut changer quelque chose. Et après, faut remettre un peu, etc. Mais c'était juste des idées pour mettre des garde-fous sur comment on limite le pouvoir. Parce que si on limite pas le pouvoir, on se retrouve à ce qu'on a aujourd'hui, des gens qui dirigent à la fois la justice, à la fois le Parlement, et qu'on finalement les trois pouvoirs dans les mêmes mains. Et voilà, Montesquieu qui avait dit qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution, quoi. Donc ça pose un sérieux problème. Je me suis permis de poser cette question car malheureusement, en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, premièrement, qui ne croient plus à la politique parce qu'ils ont tellement été déçus à travers de fausses promesses et en fait, ils voudraient avoir un levier en fait, pour pouvoir changer les choses si demain, malheureusement, on avait encore un candidat qui donne des promesses aux citoyens et qui ne les respecte pas. Mais ça sera quelque chose qu'on développera début juillet, comme il y a plein d'autres questions, sortie ou pas de l'Union européenne, ou différemment, ou à moitié, ou complètement. Enfin, voilà, il y a plein de questions autour de tout ça qu'on aura l'occasion d'évoquer début juillet. On va pas rentrer dans le truc ce soir. Le but, c'était vraiment de dénoncer en fait toutes les attaques d'État aujourd'hui qui sont faites contre des citoyens qui sont de plus en plus soutenus, dont toi, Alexandre Langlois, autour de ce grand combat des élections présidentielles pour essayer de changer les choses et de ramener un peu de parité et d'égalité pour les citoyens. Et je crois que c'est une grosse demande et je pense que ça sera intéressant qu'on arrive à changer les choses et qu'on arrête d'avoir 40% d'abstention et que les gouvernements en place et les politiques en place continuent à faire leur petit manège, chacun dans leur petit côté, parce que ça les arrange bien. On a l'impression quand même que les contestataires ou les gens qui ne sont pas contents n'aillent plus voter. Comme ça, ils font leur petite popote entre eux. Puis rappelons quand même que les trous dans les listes, on voit ce que ça peut donner et les bourrages d'urnes aussi avec. Je ne sais pas si Stéphane est prêt en technique. Moi, je pense qu'on a fini ensemble pour ce soir, Alexandre, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, voilà, c'est pas pour faire le lien avec la vidéo que Stéphane va mettre juste après. C'est que là, l'idée, c'est de balancer juste derrière en fin de live. C'est juste de dire, voilà, c'est là, il faut qu'on avance et qu'on se mette tous ensemble pour régler le problème de façon radicale plutôt que d'être toujours en train de galérer tous ensemble et d'être solidaires pour qu'on tienne le truc. Se dire, voilà, qu'on arrête de galérer et qu'on avance vraiment pour changer la donne. Et voilà, il faut qu'on reprenne le manche. Mais là, ça demande de l'investissement de chacun, soit en temps personnel, soit en argent, soit en tout, soit en partage, tout simplement. Et c'est de ce côté-là qu'il faut que tout le monde se retrousse les manches. Voilà, on peut pas être que résistant sur son canapé, comme disait Macron. Du coup, là, il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on y aille tous. Tout à fait. Merci à toi, Alexandre. Merci, bonne soirée. Comment vous convaincre que je ne suis pas un candidat comme les autres? Merci à toutes les personnes. Je vais vous parler de mon parcours. Donc, on se retrouvera début juillet, la prochaine grande émission donc, aura lieu avec Alexandre Langlois. Il y en aura une autre après, juste derrière, parce qu'on a toujours fait ce qu'il fallait pour faire l'égalité et la parité de tout le monde. Donc, il y aura aussi d'autres candidats citoyens qu'on recevra sur une prochaine émission qui aura lieu juste derrière. Mais je tiens quand même à le préciser parce que je pense que c'est super important. Allez, c'était Alexandre Langlois qui était avec nous ce soir, encore policier malgré lui, car l'État le bloque, et candidat avec une liste citoyenne aux élections présidentielles. Merci à tous. Comment vous convaincre que je ne suis pas un candidat comme les autres? Je vais vous parler de mon parcours en 3 points. 1. Je suis policier, mais je ne me sens plus de droite. Pour moi, le droit à la sûreté est un droit fondamental. Sans sûreté, pas de liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont utilisées pour nous imposer des lois dont quasiment personne ne veut. Au contraire, la liberté, c'est fixer ensemble les règles du jeu, justes et équitables, garanties par des gardiens de la paix. Une fois que les Français se sont mis d'accord, personne ne doit pouvoir tricher. 2. Je suis syndicaliste et je ne me sens plus de gauche. Je me suis engagé car j'étais exaspéré de ne pas avoir les moyens de travailler. Plus j'avance, plus je me rends compte que je ne suis pas seul. Durant les dernières crises, qui a tenu le pays? Qui était en première ligne? L'État doit faire confiance à ses citoyens. Il doit les servir, les soutenir, les encourager. Pour des citoyens responsables, il faut un État responsable. 3. Je me présente à l'élection présidentielle, mais sans vos dons, il n'y aura pas de campagne. J'ai une grande ambition pour notre pays et beaucoup de propositions.
Je ne suis pas à la recherche de quelques grands donateurs, mais d'une multitude de personnes pouvant donner selon leurs moyens. En 2022, si vous ne voulez pas du même scénario, si vous pensez que je peux porter une autre voix, si les valeurs de liberté et responsabilité sont importantes pour vous, ne sous-estimez pas la valeur de votre don. 1 euro, 5 euros, 10 euros, ça va faire la différence. Je suis Alexandre Langlois, je suis candidat à l'élection présidentielle 2022 et avec votre soutien, nous allons redonner un sens à notre démocratie.